Tout le monde. J'ouvre donc les cafés séminaires de l'année avec cette présentation-là qui va être dédiée à la visualisation de grands volumes de données sous ParaView. On verra ce que c'est, ce qu'on veut dire par grand volume. Pour me présenter, donc Thibaut Xavier, mon prénom c'est Thibaut et j'ai été recruté en septembre dernier dans le cadre de l'ANR Hyperborea et je vais travailler avec Laurent Orgogozo. J'en dis pas beaucoup plus parce qu'on va vraiment parler visualisation aujourd'hui et puis Laurent fera potentiellement une présentation, il me semble, un peu plus tard dans l'année sur nos activités. Alors, on attaque. Grand volume de données. Rapidement, le contexte actuel, c'est, vous le connaissez évidemment, le fait que les calculateurs étant de plus en plus puissants et les moyens expérimentaux de plus en plus résolus, on a des générations de données de plus en plus importantes. Je vous ai mis deux exemples un peu emblématiques, avec sur la gauche une simulation qui traite d'astrophysique, qui traite des maillages du 10 000 au cube. Et donc, vous voyez, je ne sais pas si j'ai le petit pointeur, 23 téraoctets pour chaque instantané stocké. Et sur la droite, un des instruments du CERN, du LHC, pardon, qui à lui seul, les instruments du LHC génèrent 90 pétaoctets par an, donc 90 millions de gigas par an. Ça fait certaines quantités de données qui posent tout un tas de problèmes, évidemment. Alors, ce n'est pas le cadre de la présentation. Heureusement pour nous, on n'est pas sur des volumes de données comme ça. Néanmoins, on peut quand même déjà avoir des soucis. Et on n'a pas nécessairement sous la main des équipes dédiées au traitement des données ou qui puissent vraiment intervenir comme sur les exemples dont on a parlé précédemment. Donc, nous, là, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment d'un retour d'expérience depuis le cadre d'un utilisateur. On se place dans le contexte d'un utilisateur qui a pour habitude de rapatrier ses données en local et de les post-traiter avec un logiciel de visualisation dédié. Dans le cadre de cette présentation, ce sera ParaView. La plupart de ce qu'on va raconter, là, ça sera aussi applicable avec Visit ou avec d'autres logiciels, mais je pense que ça sera intéressant à la fin de la présentation qu'on prenne un petit moment. S'il y a des gens qui veulent faire des retours sur leur pratique de visualisation ou sur ce type de problématique, ça sera tout à fait, je pense, riche de partager ça tous ensemble. Donc, le point de départ, c'est ça, avec pas forcément des connaissances avancées ni en Python ni en Bash. On n'est pas des développeurs de ParaView et surtout, l'idée, c'est de vous proposer quelques pistes pour changer ces pratiques de visualisation sans avoir besoin de passer des mois à du développement, parce que ce n'est pas non plus notre sujet. Alors, c'est quoi un grand volume de données dans ce cadre? Moi, je le définis comme un volume de données qui est suffisamment important pour que nos pratiques de post-traitement qui sont employées jusqu'alors ne soient plus applicables. Typiquement, pour nos applis, ça va être de l'ordre de quelques dizaines de gigas, centaines de gigas. À partir de ces volumes-là, on peut commencer à avoir des problèmes ou bien des volumes qui sont répartis sur un grand nombre de calculs, par exemple, qu'on doit traiter. Donc, quelques exemples auxquels on a pu faire face, que j'ai pu rencontrer ou entendre. Le manque de RAM pour rapatrier et pour post-traiter les calculs en local. Les temps de rapatriement des données, si elles sont créées sur des calculateurs pour les rapatrier en local. Le logiciel de visualisation qui se met à ramer si vous traitez des données trop importantes ou des trop grands nombres de simulations parmi d'autres exemples. Donc, tout ça peut faire que soit la visualisation, le post-traitement devient au mieux impossible, au pire douloureux, avec parfois pas mal de temps qui va être perdu ou un peu de patience qui peut être érodée selon vos tempéraments. Alors, l'idée, c'est de jeter quelques pistes de solutions, de donner des idées et qu'on en discute ensemble. Quelles sont les solutions qui sont à notre disposition pour changer ces pratiques et faire face à ces problèmes? Le premier, je dois le mentionner quand même, c'est que les calculateurs, les équipements de calcul mettent en général à votre disposition des emplacements pour faire de la visualisation, du post-traitement. Donc, ça prend la forme soit de nœuds qui disposent de grande mémoire, d'une grande quantité de mémoire, soit de nœuds même graphiques. Alors, pour prendre l'exemple du mésocentre là, qui se trouve de l'autre côté du périph', donc le mésocentre CalMIP, ils mettent à disposition un nœud graphique sur lequel vous avez accès à des cartes graphiques. Et en fait, concrètement, ça s'utilise comme un bureau à distance. Donc, c'est comme si vous faisiez votre propre post-traitement à la maison, sauf que vous pouvez disposer de 50 gigaoctets de RAM, de 4 cœurs, et surtout, il est disposé au plus près des données.
Alors, ce genre de solution a des avantages, hein, beaucoup de mémoire, encore que 50 gigas, c'est une limite pour, selon le type d'application que vous pouvez avoir. C'est facile à mettre en place, voilà, parce que c'est sous forme d'un bureau distant et on est près des données. Mais ça implique qu'il faut avoir quand même une bonne connexion réseau et qu'on est dépendant dans l'interaction avec ce net distant du réseau et des conditions, enfin des disponibilités d'accès de ce type de matériel. Donc, ce n'est pas toujours disponible. Hein. Et ce qu'on disait tout à l'heure, le côté interactivité, fluidité, voire des post-traitements d'un grand nombre de données dans le cadre d'une étude paramétrique, on reste un peu confronté au même problème. En tout cas, on peut vite arriver au même souci. Donc, je vais venir vraiment sur le cœur du message que je voulais vous apporter. C'était la solution étant de scripter le logiciel, enfin d'utiliser les outils de scripting dans le logiciel, donc de produire des scripts Python qui vont pouvoir être utilisables directement sur les calculateurs au plus près des données, et ça sans interface graphique. L'idée étant voilà, de déporter toutes ces opérations de post-traitement au plus près des machines sans avoir tous les inconvénients dont on vient de discuter. Donc, pour mettre en place ça, il va falloir passer par 2 étapes. La première, c'est la construction de ce script. Et la deuxième étape, le porter et l'exécuter sans interface graphique sur les calculateurs. Et c'est dans ces 2 étapes que là, je vais vous dresser un petit guide. On va parcourir ces étapes ensemble. Alors, pour la construction de ce script, j'ai dit on n'est pas forcément développeur ni de Paraview, on n'a pas forcément la connaissance de tout ça et on n'a pas nécessairement non plus des connaissances très avancées en Python. Ça tombe bien parce que Paraview, comme c'est le cas pour Visite d'ailleurs, propose un outil miracle qui s'appelle la trace, qui est tout simplement un enregistreur de commandes et qui n'est pas toujours connu. Donc, c'est vraiment là le moment pour moi de le mentionner. Vous pouvez le trouver si vous êtes familier de Paraview dans le menu, dans la boîte à outils. Vous avez juste Start Trace. Vous effectuez vos opérations, vous faites stop, et là, vous avez un script Python qui est prêt à l'emploi. Donc ici, on a juste ajouté un cube à la scène et on a un script qui va avec. Donc c'est assez magique et on va justement parler de ces scripts-là. Et avant de commencer, je vais revenir un peu sur l'interface graphique de Paraview pour en distinguer différents éléments parce qu'on va les retrouver justement dans le script et c'est important de les comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, c'est l'occasion aussi d'en parler. Hein. Paraview, c'est un logiciel de visualisation qui est gratuit et qui dispose de tout un tas de readers pour une vaste gamme d'applications. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Alors, voilà l'interface graphique de Paraview. Alors, il y a différents éléments essentiels qu'il faut connaître. La première, c'est qu'on a une fenêtre de rendu. C'est un espace 3D dans lequel on va avoir de l'affichage qui va être fait. Cette fenêtre de rendu a ses paramètres propres. On peut balader une caméra à l'intérieur, on peut changer l'arrière-plan, la lumière et tout un tas de paramètres. Et donc ça, c'est la render view. On a des objets qui sont visibles dans le pipeline sur la partie en haut à gauche. Ici, on a juste une boîte. Alors, un objet sous Paraview, ça peut être soit directement des données, soit des filtres que l'on va appliquer aux données. Par exemple, réaliser un isocontour, seuiller un certain champ, tracer des lignes de vitesse, des vecteurs vitesse ou autre. Ces objets eux-mêmes ont des propriétés. Dans le cas de notre petite boîte ici, les propriétés, on les retrouve en bas. Elle a des dimensions. Et après, on a la représentation de ces objets dans la fenêtre de rendu. Et c'est vraiment ça juste que je veux vous dire, hein, c'est qu'il faut bien distinguer ces deux choses, l'objet de sa représentation dans la fenêtre de rendu, la représentation elle-même ayant ses propres paramètres. Par exemple, vous pouvez je sais pas, changer l'échelle de couleur. Ici, c'est un objet tout à fait simple, hein, mais si vous avez un champ de vitesse, vous pouvez changer l'échelle, le type de représentation et tout un tas de propriétés. Et c'est justement ces éléments-là qu'on va retrouver dans le script Paraview. Alors, on va le script Python correspondant. Ça, c'est le script qui a été généré avec la trace et on va y retrouver justement ce que je vous ai dit. Donc, au début du script Python, on importe bien sûr tout ce qu'il y a besoin en termes de fonctions de Paraview. Et puis ensuite, on va le balayer ensemble. Donc, on commence d'abord par créer l'objet avec ses différentes propriétés. Vous voyez, là, Paraview nous a généré une fonction Python qui est box. Et l'objet qui a été instancié, c'est box1. Donc, on a juste cet objet-là avec les différentes propriétés qui peuvent être modifiées. L'objet, la fenêtre de rendu, la render view, et la représentation de l'objet dans cette render view. Hein. On retrouve exactement ce que je vous ai dit dans l'interface graphique. On crée un display, une représentation de l'objet box1 dans la render view 1 ici.
Et puis enfin, on a des propriétés pour la position de la caméra, par exemple, ou autre. Et à la fin de ce script, ici, on fait tout simplement une sortie PNG pour enregistrer la fenêtre de rendu. Donc avec ce script, vous pouvez faire les opérations qu'on aurait fait en interface graphique, mais directement. Bon, je mens un petit peu quand je dis voici la sortie de la trace, parce qu'en vérité, la trace, l'outil trace de ParaView, elle est un peu plus verbeuse que ça. En particulier, elle va vous ajouter pas mal de propriétés qui sont en fait mises par défaut dans ParaView, dont vous n'avez absolument pas besoin. Par exemple, là, je fais un petit zoom sur ce script. Vous voyez que dans les paramètres, dans les propriétés de la représentation graphique de la boîte, il y a tout un tas de propriétés dont on n'a absolument rien à faire et qui peuvent tout à fait être enlevées sans que ça n'impacte le script, vu que ce sont des propriétés par défaut. Donc, un petit conseil dans la création de vos scripts, ça va être vraiment d'utiliser l'outil trace au fur et à mesure. Typiquement, vous lancez la trace, vous faites une ou deux opérations, vous stoppez, et à côté, vous créez votre script Python bien propre et net, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des scripts qui font 3 km de long et qui sont tout simplement illisibles. L'autre danger qu'il y a avec ça, c'est que, et vous l'avez peut-être constaté en utilisant l'interface graphique, quand vous faites des opérations via l'interface graphique, ParaView en fait fait des actualisations assez régulièrement et refait des calculs. Et ça se voit notamment si vous avez des gros volumes de données, parce que simplement le temps que ParaView fasse ses calculs, l'image va friser pendant un moment. Donc, il faut guetter dans le script, il y a certaines opérations qui sont rajoutées dans l'outil trace, qui sont des updates. Il faut vraiment y faire gaffe parce que ça ne sert à rien, en fait. Donc, les updates, ça va être juste recalculer tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et ça n'a pas d'intérêt, en fait, la plupart du temps, puisque l'update est fait automatiquement quand on va, par exemple, générer une image à la fin. Donc là, vous voyez, c'est finalement sans connaître les lignes de code qui vont derrière le ParaView, on peut tout à fait générer son script et s'en servir ensuite. Alors, comment on s'en sert? Comment on l'exécute? Il y a plusieurs moyens de l'exécuter. Si vous avez l'interface graphique avec vous, vous avez un moyen d'appeler votre script directement. Donc, dans les panneaux de ParaView, il y a un petit shell Python dans lequel vous pouvez entrer des commandes Python, mais vous pouvez aussi lancer un script avec la commande correspondante. Mais on a dit que ce n'était pas nécessairement l'intérêt de passer par l'interface graphique pour lancer ces scripts, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de les lancer sans interface graphique et en particulier sur les calculateurs. Alors, sans l'interface graphique, il y a un utilitaire de ParaView que vous pouvez appeler, qui s'appelle PVBatch. Alors, soit vous avez directement PVBatch en raccourci si le chemin vers les exécutables de ParaView sont rentrés dans votre passe, soit vous allez directement le chercher dans le répertoire d'installation de ParaView, dans le répertoire bin, vous avez PVBatch. Et vous passez en argument votre script Python. Et là, vous n'allez avoir aucun retour graphique. Et simplement, dans votre répertoire de sortie, vous aurez l'image PNG qui aura été générée. Alors, on peut faire ça sur un calculateur. Il y a juste une précaution à prendre. C'est que quand vous avez une distribution de ParaView que vous avez téléchargée, la plupart du temps, vous avez pris celle avec l'interface graphique. Et quand bien même vous appelez l'exécutable PVBatch, celui-ci fait quand même appel à des librairies graphiques qui, la plupart du temps, ne sont pas présentes sur les calculateurs si vous travaillez sur les nœuds de calcul. Vous n'avez pas d'environnement graphique à votre disposition. Donc, pour pallier à ça, quand vous téléchargez ParaView, vous devez télécharger en plus une version sans environnement graphique qui s'appelle la version OS Mesa. Donc là, c'est un extrait de la page de développement de ParaView, de téléchargement de ParaView. Et vous avez une version là for Headless Machine avec la mention OS Mesa, c'est bien celui-ci qu'il faut télécharger. C'est très facile, vous téléchargez l'archive, vous la copiez sur le calculateur, vous la décompressez et c'est prêt à l'emploi. Il n'y a pas du tout de configuration ou d'installation à faire. Vous pouvez directement aller faire le chemin vers ParaView PVBatch et ça va fonctionner. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui a été bien pensé. Il n'y a pas de configuration particulière. Vous embarquez ça et ça fonctionne tout seul. Un petit warning quand même. Si vous créez votre script sur une version donnée de ParaView, la 5.8 par exemple, pensez bien à quand vous allez l'exécuter ailleurs, sur un calculateur par exemple, à ce que la version que vous emportez soit au même numéro de version. Si vous l'avez créé avec la 5.8, gardez bien la 5.8. Il y a des mises à jour qui sont quand même assez régulières et qui peuvent être importantes.
et qui peuvent modifier les scripts Python, en fait, enfin les commandes Python qui sont là-dessous. Donc, ça rendrait vos scripts qui sont tout simplement non fonctionnels. Donc, on a vu comment créer et porter un script. Voilà, grosso modo, la méthode de travail, la pratique de travail vers laquelle on a évolué. Moi, j'ai personnellement pas mal intégré dans mes pratiques de visualisation et de post-traitement. Alors, jusqu'à présent, j'ai pas mal parlé de création d'images, mais en fait, ParaView fait plein de choses et peut même vous aider à post-traiter des données, à sortir des iso-contours, à sortir des datas. Voilà, vraiment, vous pouvez faire plein de choses. Donc, on a dit, on crée un script en local. Alors, la création de ce script-là, puisqu'on a dit qu'il fallait passer par une interface graphique si on utilise l'outil Trace, eh bien, le mieux, c'est encore de se doter d'un calcul qui va être similaire au calcul que vous voulez post-traiter, mais très léger. Donc, vous pouvez mettre un calcul bidon avec 10 mailles à l'intérieur, si c'est votre souhait, du moment que le format, en fait, est le même que le calcul cible que vous voulez post-traiter. Donc ça va vous permettre de faire votre setup de script, placer vos caméras et faire toutes les opérations qui vous intéressent. Et ensuite, de déporter ça directement sur le calculateur. Et vous pouvez aller, par exemple, sur un autre calcul et simplement exécuter PV-Batch avec mon script. Et il ne vous restera plus qu'à récupérer les sorties en PNG ou en data. Faire ça, ça peut vous permettre en fait d'exploiter pleinement toute la puissance du calculateur qui dispose de plein de nœuds de calcul. Donc, on peut modifier un peu ça si on veut traiter, par exemple, un calcul paramétrique. Ben, rien ne vous empêche de votre script Python à l'intérieur. Vous allez dire, alors, prenons par exemple plutôt le cas d'une animation où vous devez traiter, faire une image de toutes vos itérations temporelles stockées, où vous avez par exemple 200 itérations temporelles. Vous pouvez tout à fait faire passer par un petit peu de bash ou le faire à la main si vous n'avez pas beaucoup de choses à traiter. Mais vous pouvez dupliquer ce script-là Python et chaque script Python va pointer vers une itération temporelle donnée et vous pouvez tout à fait envoyer sur le premier nœud le script qui va traiter les n premières itérations, puis sur un autre nœud autre chose. Et de cette sorte, vous allez en fait paralléliser votre travail en accélérant considérablement le processus. Et en fait, penser comme ça va non seulement vous permettre de lever un certain nombre de barrières sur la taille mémoire, sur les temps d'exécution, puisque tout va se passer en déporté et vous pouvez être libre d'utiliser votre poste sans souci. Et ça va aussi vous permettre en fait d'envisager beaucoup plus gros, beaucoup plus pertinent en termes de visualisation sur ce que vous voulez faire. Je prends juste 30 secondes parce que le chrono tourne quand même. Je vais vous montrer un exemple de visualisation que j'avais proposé. Alors ça, c'était dans le contrat précédent, je travaillais encore pour les personnes qui étudiaient la combustion du côté obscur de la force, comme je dis. C'est une visualisation en fait d'une chambre expérimentale pour travailler sur de la combustion, d'un dispositif expérimental. Donc, par exemple, là, on peut tourner autour de la manip. Tout ça, c'est vraiment du ParaView. Et un peu plus loin, je propose une vue de l'intérieur où là, c'est vraiment une simulation pour le coup. Vous avez plusieurs vues d'une même simulation et chaque image, c'est un rendu un peu coûteux puisque c'est du volume rendering. Bon, peu importe les détails, mais c'est une image. Chaque image met à peu près une trentaine de minutes à être générée. Et là, vous avez 4 vues avec plus de 250 images. Donc, vous voyez que si vous ne passez pas par du script et si vous ne passez pas sur calculateur, tout de suite, ça devient très compliqué à envisager. Donc, faire ce type de rendu, ça peut vous permettre de mieux explorer votre physique ou juste de mieux valoriser vos résultats dans le cadre de conférences ou d'expositions à des partenaires. Alors, je reviens sur la présentation. On était par là. Dernier point juste que je voulais aborder, que là on va pas pouvoir, je ne vais pas pouvoir les détailler, c'est qu'il y a, si vous êtes encore limité suite à ça, il y a d'autres solutions. ParaView propose un mode de fonctionnement en mode client-serveur, où concrètement, sur le calculateur, vous allez pouvoir exécuter votre ParaView sur autant de cœurs MPI que vous allez proposer. Et avec l'ordinateur local, vous allez pouvoir vous connecter à ce serveur-là de visualisation qui va exécuter les instructions que vous lui demandez et il va juste vous renvoyer les images. Donc, ça va vous permettre un peu de faire ce que vous faites en local, sauf qu'en vérité, les opérations sont exécutées à distance. Donc, ça va vous permettre de regagner de l'interactivité, d'être près des données, mais vous redevenez avec ça sensible au réseau, tout simplement. Et le dernier point que je me dois d'aborder, c'est la question de la visualisation in situ. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la visualisation in situ,
c'est que vous allez brancher en fait Paraview ou alors Visite, hein, si vous utilisez Visite, dans votre code de calcul. À l'intérieur même de votre code de calcul, de vos routines, vous allez intégrer les fonctions de Paraview qui vont doter votre code de calcul de la possibilité d'exporter des images, par exemple, directement depuis la RAM. Donc, en fait, vous allez, dans votre code C ou Fortran, peu importe, vous allez taper écrire PNG ou alors export champ de vitesse avec la routine Paraview qui va bien, et ça va vous générer une image directement. Et ça vous évite donc d'écrire votre fichier, ce qui peut, dans certains cas, être tout à fait utile. Bon, il y a plein de fonctions qui sont supplémentaires, qui sont offertes par Paraview in situ, qu'on appelle Paraview Catalyst. Ça vous permet de vous brancher à votre calcul pendant qu'il est en cours d'exécution et de visualiser vos données. Et vous les voyez se mettre à jour à chaque fois que votre code fait une itération temporelle. Et vous pouvez même interagir avec lui en modifiant des variables de contrôle. Bon, il y a toute une doc là-dessus, c'est très bien fait. Je voulais juste le mentionner parce que ça va vous intéresser, mais pas du tout. L'idée, c'est pas de le détailler. Donc voilà, j'arrive au bout de ce que je voulais vous dire. Allez, juste pour le bonus, sachez que ce qui excite beaucoup les gens en visualisation ces dernières années, c'est d'aller encore plus loin. Et une des choses, c'est aujourd'hui de faire même de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée pour pouvoir tourner, regarder à l'intérieur de nos données. Et ça peut permettre pas mal de choses. Voilà, je m'arrête là. Merci pour votre attention. Et puis, je pense que c'est pas mal l'occasion de partager tous ensemble nos expériences autour de la visu, nos problématiques ou nos outils.